Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact perdurera pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez laisser un like pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Commençons. Maintenant, Diane Keaton, largement considérée comme l'une des actrices les plus distinctives et influentes d'Hollywood, est décédée à l'âge de 69 ans. Son décès est survenu le 11 octobre 2025 à son domicile de Los Angeles, entouré de sa famille. Son décès a été confirmé par son attaché de presse. Keaton a accédé à la renommée internationale pour son rôle dans Annie Hall en 1977, une performance qui lui a valu un Academy Award de la meilleure actrice et a changé à jamais le genre de la comédie romantique moderne. Son interprétation de la protagoniste excentrique, indépendante et attachante a fait d'elle une icône culturelle et a redéfini ce que signifiait être une actrice principale à Hollywood. Cependant, sa carrière s'est étendue bien au-delà de ce rôle marquant. Keaton s'est d'abord fait connaître pour son travail avec Woody Allen dans Play It Again, Sam, en 1972, avant d'assumer des rôles dramatiques dans Le Parrain, en 1972, et Le Parrain, deuxième partie, en 1974, en tant que Kay Adams, l'épouse conflictuelle de Michael Corleone. Sa reprise ultérieure du rôle dans Le Parrain, troisième partie en 1990, a mis en évidence sa profondeur continue en tant qu'actrice. Keaton a ensuite reçu d'autres nominations aux Oscars pour ses performances dans Reds, en 1981, Chambre de Marvin, en 1996 et Quelque chose doit arriver en 2003, cimentant sa réputation comme l'une des actrices les plus polyvalentes de sa génération. Au cours d'une carrière de 6 décennies, Keaton est apparue dans un éventail impressionnant de films, dont Tirs croisés en 1982, Baby Boom en 1987, Le père de la mariée en 1991, Le club des ex en 1996 et Esprit de famille en 2005. Dans ces dernières années, son travail dans le Book Club en 2018 et Mac et Rita en 2022 reflétaient la même chaleur, le même humour et la même authenticité qui définissait sa carrière antérieure. Selon un représentant de la famille, Keaton n'a partagé publiquement aucun problème de santé grave au cours de ces derniers mois. Bien que son ouverture sur ses luttes passées contre le cancer de la peau et la boulimie soit restée bien connue, ses chapeaux emblématiques, souvent considérés comme une déclaration de mode, servaient également de protection solaire, une habitude qu'elle a développée après avoir été diagnostiquée avec un cancer de la peau à l'âge de 21 ans. C'est une affaire de famille, a révélé son interview de 2015 au Los Angeles Times. Ma tante Martha avait un cancer de la peau si grave qu'elle a dû se faire enlever le nez. Mon père avait un carcinome basocellulaire, tout comme mon frère. Ce cancer de la peau est difficile à guérir, c'est pourquoi il faut porter de la crème solaire. Après avoir survécu à un carcinome basocellulaire dans la vingtaine, Keaton a ensuite reçu un diagnostic de carcinome épidermoïde qui a nécessité 2 ablations chirurgicales. Malgré ces difficultés, son attitude est restée positive et déterminée et sa voix publique a continué à promouvoir la sensibilisation à la santé de la peau et à la prévention du cancer. Keaton a également parlé ouvertement de sa bataille contre la boulimie qui a commencé au début de sa carrière lorsqu'on lui a demandé de perdre 10 livres pour un rôle à Broadway. Se remémorant cette époque lors d'une apparition en 2014 dans l'émission du Dr Oz, son aveu a été direct. Tout ce que je faisais, c'était satisfaire ma faim. J'étais une toxicomane. Sa guérison éventuelle l'a amené à s'ouvrir dans ses mémoires de 2011, écrivant « Je me considère comme une sœur pour toutes les autres femmes et certainement les hommes qui ont souffert de troubles de l'alimentation. Je fais partie d'un groupe.
Son honnêteté a contribué à apporter compassion et compréhension à la question des troubles de l'alimentation dans l'industrie du divertissement. La mort de Diane Keaton marque la fin d'une ère, mais son esprit perdure à travers les personnages inoubliables que son talent a créés, les barrières que sa carrière a brisées et l'authenticité que son travail a apporté à chaque rôle. Son héritage perdurera non seulement pour son art, mais aussi pour son humanité. Une femme qui a prouvé qu'être fidèle à soi-même est le rôle le plus courageux de tous. Pour vous souvenir d'elle, commentez 69, son âge ou écrivez RIP Diane Keaton ci-dessous pour honorer une artiste intemporelle dont l'esprit, la chaleur et le courage ont transformé Hollywood à jamais. Ron Dean, un acteur américain dont on se souvient pour ses portraits d'hommes de loi, de détectives et de figures de la classe ouvrière, est décédé le 5 octobre 2025. Il avait 78 ans. Pendant plus de 40 ans, Dean a bâti une carrière d'acteur de second rôle de confiance, dont la présence ajoutait de la profondeur à chaque projet. Il est devenu une partie de la mémoire culturelle de plusieurs générations de cinéphiles grâce à des rôles dans Risky Business en 1983, Breakfast Club en 1985, Le Fugitif en 1993, Le Client en 1994 et The Dark Knight en 2008. Né le 15 août 1947 à Chicago dans l'Illinois, la vie et le travail de Dean sont restés liés à sa ville natale. Avant de devenir acteur, il a servi dans l'armée américaine, une expérience qui a façonné sa discipline et a ensuite éclairé l'authenticité qu'il apportait à ses rôles. Après son service, il s'est tourné vers le théâtre, commençant sur la scène théâtrale de Chicago, où il a rapidement été reconnu pour sa présence naturelle sur scène. De là, il est passé au cinéma et à la télévision, accumulant régulièrement des crédits qui s'étendaient des petits films indépendants aux grandes productions hollywoodiennes. Malgré son long curriculum vitae, Dean n'a jamais recherché la célébrité ou l'attention du public. Il était respecté pour son professionnalisme, son humilité et sa fiabilité. Ses collègues se souviennent de lui comme quelqu'un qui valorisait le travail lui-même plus que la reconnaissance. Laissez un message pour l'honorer. Publiez RIP Rand Dean ou écrivez le numéro 78 pour marquer ces années en souvenir d'un acteur dont le travail a donné une voix à l'esprit américain de tous les jours. Robert Redford, l'une des dernières grandes icônes de l'âge d'or d'Hollywood dans les années 1970, est décédé à l'âge de 89 ans. Son attaché de presse a annoncé qu'il était décédé paisiblement le 16 septembre 2025 dans sa maison bien-aimée de Sundance, dans l'Utah, entouré de sa famille. Né en 1936 à Santa Monica, en Californie, et élevé à Los Angeles, le chemin de Redford vers la gloire a été loin d'être simple. Après avoir étudié le théâtre à New York, il a percé dans des rôles à la télévision et au théâtre avant que Hollywood ne remarque sa présence et son talent saisissant. Puis vint Butch Cassidy et le Kid en 1969, le film qui allait changer sa vie. Jouant aux côtés de Paul Newman, Redford a capturé l'esprit d'une nouvelle génération de cinéphiles. Le film a été un succès. Et du jour au lendemain, Redford n'était plus seulement un acteur. Il était une figure culturelle. La décennie suivante lui appartint. Le public l'a accueilli dans Jeremiah Johnson, Nos plus belles années et l'arnaque qu'il a réuni avec Newman dans un film qui a balayé les Academy Awards. En 1976, il a produit et joué dans Les Hommes du Président, dramatisant l'enquête sur le Watergate. Il est devenu non seulement un triomphe critique, mais aussi une œuvre d'importance politique, soulignant la capacité de Redford à fusionner l'art et l'activisme. Sa carrière s'est élargie à la réalisation avec Des gens comme les autres en 1980, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur et a confirmé que sa vision allait au-delà du jeu d'acteur. Il a continué à explorer des histoires d'humanité et de conscience dans des films tels que Et au milieu, Coule une rivière et Quiz Show. Même dans ces dernières années, Redford a offert des performances impressionnantes, du drame de survie All Is Lost à ses adieux en douceur dans The Old Man and the Gun, mais l'impact de Redford s'est étendu bien au-delà de l'écran. En 1981, il a fondé le Sundance Institute et le Sundance Film Festival, créant un sanctuaire pour les voix indépendantes du cinéma.
Sundance est devenu le tremplin pour d'innombrables cinéastes qui n'auraient peut-être jamais été entendus autrement. Parallèlement à son travail artistique, Redford était un environnementaliste passionné et un activiste politique, n'hésitant pas à se prononcer sur les causes auxquelles il croyait. Sa vie personnelle a été à la fois joyeuse et triste. Il a épousé l'historienne Lola Van Wagan, avec qui il a eu 4 enfants, et a ensuite épousé la peintre Sybil Zagar. Il a souffert d'un profond chagrin avec la perte de 2 fils. Pourtant, sa résilience et son dévouement à son travail et à sa famille sont restés constants. Aujourd'hui, les hommages affluent du monde du cinéma et de la politique. Ses collègues acteurs se souviennent de sa générosité. Les cinéastes se souviennent de ses conseils et le public s'accroche aux innombrables souvenirs qu'il leur a donnés. L'héritage de Robert Redford est celui de l'art, de l'indépendance et de l'intégrité. Pour l'honorer, laissez un simple message et RIP Robert Redford ou le numéro 89 dans les commentaires. C'est une façon discrète mais puissante de remercier un homme qui a contribué à façonner le cinéma et qui nous a donné des histoires qui vivront à jamais. Jerry Leo, l'acteur de second rôle vétéran dont la carrière a traversé le théâtre, la télévision et le cinéma, est décédé le 1er octobre 2025 à l'âge de 86 ans. À partir des années 1960, Legio s'est forgé une réputation comme l'un des artistes les plus polyvalents de Louisiane. Les fans se souviennent pas de lui pour ses apparitions mémorables dans des films tels que The Big Easy en 1946 et Blue Velvet en 1946, où sa présence, bien que brève, a laissé une impression durable à la télévision. Il est devenu un visage familier avec des rôles dans des séries comme Dans la chaleur de la nuit et American Horror Story. Le public chérissait sa capacité à apporter de la profondeur et de l'authenticité, même aux plus petits rôles, transformant les rôles de fond en moments préférés des fans avec un seul regard ou une seule réplique. Né à Bâton Rouge en 1939, Legio a consacré une grande partie de sa vie au théâtre. Il a joué dans d'innombrables productions théâtrales, des classiques de Shakespeare aux œuvres contemporaines, devenant un pilier de la scène artistique de Louisiane. Ses collègues admiraient sa discipline et sa générosité, notant comment il encourageait les jeunes acteurs avec des conseils et des encouragements. Jerry Leo était plus qu'un acteur. Il était un pilier de sa communauté, un conteur dont le travail reflétait à la fois l'artisanat et le cœur. Son héritage perdure dans les films, les émissions et les innombrables pièces de théâtre qu'il a contribué à donner vie, et dans les souvenirs du public qui se souviendra toujours du pouvoir tranquille qu'il portait sur chaque sanction. Essayez d'écrire, commentez 86 son âge ou écrivez simplement RIP Jerry Leo pour honorer sa vie et les histoires qu'il a donné vie grâce au jeu d'acteur. Polly Holliday, l'actrice qui a marqué l'histoire de la télévision en tant que serveuse fougueuse Flo dans la sitcom Alice de CBS, est décédée le 9 septembre 2025. Elle avait 87 ans. Née le 2 juillet 1937 à Jasper, en Alabama, les premiers pas artistiques de Holliday ont été sur scène où elle a perfectionné son art avant de percer à la télévision. Dans les années 1970, son interprétation de Florence Jean Flo Castleberry a fait d'elle un nom familier avec son esprit vif et son slogan inoubliable « Kiss My Grits ». Elle est devenue l'un des personnages les plus reconnaissables de l'époque. Pour son travail, Holliday a remporté 2 Golden Globe Awards et 4 nominations aux Emmy Awards. Elle a ensuite joué dans la série dérivée de courte durée Flo, 1995-1981, et a poursuivi une carrière qui a traversé le cinéma et la télévision. Elle est apparue dans Gremlins en 1984 et Madame Doubtfire en 1993 et a apporté ses talents à des émissions de télévision préférées telles que Home Improvement. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve de polyvalence, passant facilement des rôles comiques aux rôles dramatiques. Loin des projecteurs, Holliday vivait en privé, chérissant sa famille et ses amis, tout en revenant occasionnellement sur scène où sa carrière a commencé. Polly Holliday laisse derrière elle un héritage de performances audacieuses et pleines d'esprit et de personnages inoubliables. Commentez 87, son âge ou écrivez RIP Polly Holliday.
pour se souvenir d'une actrice dont l'humour et la voix ont façonné des générations de télévision. Susan Kendall Newman, une actrice et productrice nommée aux Emmy Awards qui a bâti sa propre carrière tout en perpétuant l'héritage de sa famille, est décédée le 2 août 2025 à l'âge de 71 ans. Née à New York en 1954, elle était la fille aînée de Paul Newman et Jackie Witt. Alors que son père est devenu une icône hollywoodienne durable, Susan a cherché à se créer sa propre place dans le monde de la narration. Dans les années 1970 et 1980, elle est apparue dans des projets de télévision et de cinéma, se forgeant progressivement une réputation pour son dévouement et son approche réfléchie de la performance. Au fil du temps, elle a trouvé son plus grand impact derrière la caméra. En tant que productrice, elle a développé des projets qui ont été reconnus pour leur profondeur et leur conscience sociale, et son travail a été honoré d'une nomination aux Emmy Awards. Ses collègues ont souligné son engagement envers des histoires significatives et sa préférence pour la substance plutôt que pour la renommée. Loin de sa vie professionnelle, Newman était engagée dans la philanthropie et les causes sociales. Elle a perpétué les valeurs humanitaires longtemps associées à sa famille, soutenant des initiatives qui mettaient de l'accent sur la compassion et la justice. Ses amis se souviennent d'elle comme d'une personne modeste, privée et profondément attachée à ses principes. Son décès nous rappelle que, bien qu'elle soit née dans la célébrité, elle a bâti sa propre identité en tant que créatrice, défenseur et voix compatissante. Commentez 71 son âge, ou écrivez Susan Kendall Newman en signe de respect pour sa vie et son œuvre. Claudia Cardonali, une actrice emblématique qui a porté le cinéma italien et international vers de nouveaux sommets, est décédée le 23 septembre 2025 à l'âge de 87 ans. Née à Tunis en 1937 de parents siciliens, Cardonali s'est fait connaître à la fin des années 1950 et est rapidement devenue l'une des étoiles les plus brillantes d'Italie. Elle a remporté une reconnaissance dans Rocco et ses frères, 1960, de Luchino Visconti et Le Guépard, 1963, où elle a fait preuve à la fois d'une gamme dramatique et d'une présence saisissante à l'écran. Au milieu des années 1960, sa carrière internationale battait son plein avec notamment La Panthère Rose, 1963, et Il était une fois dans l'Ouest, 1968, de Sergio Leone. Ses rôles ont consolidé sa place parmi les plus grands artistes de l'époque. Cardonali a remporté plusieurs prix David di Donatello, la plus haute distinction cinématographique italienne, ainsi que des prix pour l'ensemble de sa carrière, notamment le Lion d'Or à Venise, l'Ours d'Or à Berlin et un hommage spécial au Festival de Cannes. Ces distinctions témoignent de son influence sur le cinéma européen et sur Hollywood. Au-delà de son rôle d'actrice, elle était connue pour son ardent plaidoyer en faveur des droits des femmes et son travail humanitaire. Elle prêtait souvent sa voix à des causes qui allaient bien au-delà de l'écran. Le public et ses collègues admiraient son élégance, son indépendance et sa résilience. L'héritage de Claudia Cardonali perdure à travers ses films, ses récompenses et son engagement de toute une vie envers l'art et la justice. Commentez 87, son âge, ou écrivez RIP. Claudia Cardonal, en hommage à une femme dont la présence a contribué à définir le cinéma mondial. Pat Crowley, l'actrice acclamée dont la grâce et la polyvalence ont illuminé le cinéma, la télévision et le théâtre pendant plus d'un demi-siècle, est décédée le 14 septembre 2025 à l'âge de 91 ans. Née à Olyphant, en Pennsylvanie, en 1933, Crowley a commencé sa carrière à l'écran au début des années 1950, attirant rapidement l'attention pour sa chaleur et son esprit. Elle est apparue aux côtés de Dean Martin et Jerry Lewis dans Money from Home, 1963, et a été rapidement saluée dans Forever Female aux côtés de Ginger Rogers et William Holden, une performance qui lui a valu un Golden Globe de la révélation la plus prometteuse. Cette promesse précoce s'est épanouie en une carrière stable et respectée, définie par une excellence tranquille. Dans les années 1960, elle est devenue un visage familier à la télévision américaine,
jouant dans Please Don't Eat the Daisies de NBC 1965-1967, où son charme comique en a fait une favorite des ménages. Elle a ensuite participé à des séries à succès telles que Maverick, La Quatrième Dimension, Arabesque et Friends, tout en trouvant de nouveaux publics grâce à des rôles de longue durée dans Amour, Gloire et Beauté et Port Charles. Conciliant carrière et maternité, Crowley était admirée pour sa gentillesse, son professionnalisme et son dévouement à son métier. L'héritage de Pat Crowley perdure dans le rire, le drame et le cœur qu'elle a apporté à chaque écran. Commentez 91 ou écrivez RIP Pat Crowley pour honorer une vie qui a contribué à définir l'esprit d'or d'Hollywood. Ali Light, cinéaste documentaire, productrice et monteuse de films oscarisée, est décédée le 17 septembre 2025 à l'âge de 86 ans. Née en 1939, Light a consacré sa vie à des histoires qui mettaient en lumière des voix souvent négligées. Avec son mari et partenaire créatif, Irving Saraf, elle a co-réalisé In the Shadow of the Stars 1991, un film sur les choristes d'opéra qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Sa carrière s'est poursuivie avec des projets tels que Rachel's Daughters, Searching for the Causes of Breast Cancer et Dialogues with Mad Women, des films connus pour leur honnêteté et leur importance sociale. L'influence de Light s'est étendue bien au-delà de ses propres films. Elle a travaillé comme monteuse et mentor pour de nombreux artistes, encourageant une nouvelle génération de cinéastes. Après le décès de Saraf en 2012, elle a continué à diffuser leur conviction commune que le cinéma est une force de compassion et de changement social. En dehors de la scène, on se souvient d'elle pour son humilité et sa générosité. Ses amis et collègues la décrivent comme une personne réfléchie, attachée à ses principes et dévouée à son métier. Ali et Light laissent derrière elle un héritage durable. Ses films ont mis en lumière des histoires cachées et son leadership a façonné d'innombrables carrières dans le cinéma documentaire. Son influence continue à travers le travail qu'elle a créé et les personnes qu'elle a inspirées. Écrivez 86, son âge ou simplement reposez en paix Ali Light, un hommage à une cinéaste qui croyait en la vérité et en l'humanité à l'écran. Ramo Girona, l'acteur italien vétéran célèbre pour ses rôles imposants sur scène et à l'écran, est décédé le 3 octobre 2025 à l'âge de 76 ans. Pour de nombreux spectateurs, Girone restera à jamais dans les mémoires comme Tano Caridi dans La Piora. Son interprétation de l'antagoniste calculateur est devenue l'une des performances les plus mémorables de l'histoire de la télévision italienne. Sa présence à l'écran, marquée par l'intensité et la retenue, a donné de la profondeur à des personnages qui auraient pu être unidimensionnels, ce qui lui a valu la reconnaissance comme l'un des meilleurs acteurs italiens. Il est né le 1er décembre 1948 à Assara Erratra, avant de déménager en Italie où il a poursuivi sa passion pour le théâtre. La scène est restée au cœur de sa carrière. Pourtant, Girone est passé en douceur au cinéma et à la télévision. Le public international a appris à le connaître grâce à des films tels que La meilleure offre de Tornator et Ford vs Ferrari de James Mangold, où il a incarné Enzo Ferrari avec dignité et force. Malgré ses réalisations, Girone a conservé un profil modeste, plaçant sa famille et son métier au-dessus de la renommée. Ses collègues se souviennent de son professionnalisme, de son dévouement et de la dignité tranquille qui définissait à la fois son travail et sa vie personnelle. Rejoignez-nous pour nous souvenir de Ramo Girone en laissant un commentaire. Écrivez RIP Ramo Girone ou publiez le numéro 76 pour rendre hommage à une vie dédiée au cinéma et au théâtre. Jane Fonda. Le simple son de son nom résonne comme un écho à travers les décennies, portant avec lui des images de beauté, de rébellion et de génie que peu de stars pourraient jamais soutenir. Pour ceux qui se souviennent de l'âge d'or d'Hollywood, son visage n'est pas seulement familier, il est inoubliable. La mâchoire sculptée, les yeux de feu qui semblent percer l'objectif, la silhouette qui a établi une norme culturelle de force et d'élégance, la présence imposante qui a refusé de se taire, même lorsque le silence aurait été plus sûr. Tout cela combiné pour créer une femme qui n'était pas seulement admirée, mais aussi sans cesse débattue. Jane Fonda est devenue un paradoxe, un emblème de grâce et de résistance,
une déesse de l'écran et une incendiaire politique. Pourtant, derrière cette silhouette lumineuse, au-delà des tapis rouges éblouissants et des foules adoratrices, vivait une fille marquée par des blessures trop sombres pour que les projecteurs puissent jamais les illuminer. La vraie Jane n'est pas née dans le glamour. Elle a été forgée dans la perte, le silence et un besoin désespéré d'être vue. Elle a électrisé le public dans Klute, où elle incarnait une vulnérabilité mêlée de danger, remportant un Academy Award qui l'a consacrée comme plus qu'un simple nom de famille célèbre. Elle a rugi avec une conviction brute dans Le Retour, une performance qui a donné une voix aux soldats et aux amants marqués par la guerre. Et lorsque les années 1980 sont arrivées, elle s'est redéfinie une fois de plus, transformant une génération grâce à ses cassettes d'entraînement, vendant des millions d'exemplaires et remodelant non seulement les corps, mais aussi les attitudes culturelles envers la forme physique et l'autonomisation des femmes. Pour beaucoup, elle était une actrice, une militante et une entrepreneure infatigable. Pourtant, alors que le monde applaudissait ses réinventions, Jane était enfermée dans une guerre privée. Les applaudissements ne pouvaient pas noyer les questions qui la hantaient. Les éloges ne pouvaient pas apaiser la douleur qui vivait sous la surface. Que s'est-il vraiment passé à la femme que l'Amérique ne pouvait pas décider de couronner ou de condamner ? Quels fantômes l'ont poussée à se battre si implacablement pour des causes, pour l'attention, pour la survie ? Avant d'explorer la vérité de cette incendiaire, la survivante qui a marché à travers les flammes, la femme qui portait à la fois l'admiration et la controverse comme des fardeaux jumeaux, je veux me tourner vers vous. Cette histoire ne concerne pas seulement Jane Fonda, il s'agit de ce qu'elle représente pour chacun d'entre nous, la danse compliquée entre la gloire et le chagrin. Alors je vous pose la question, sur une échelle de 0 à 10, combien admirez-vous Jane Fonda ? Avant d'être une icône, avant que son nom ne porte le poids des attentes, Jane était simplement une enfant vivant dans les longues et lourdes ombres de la royauté hollywoodienne. Son père, Henry Fonda, n'était pas simplement un acteur. Il était une figure imposante du cinéma américain, un homme vénéré pour ses portraits stoïques d'intégrité et de force. Pour le monde, il était une boussole morale projetée sur grand écran. Mais pour Jane, il était une énigme, une figure à respecter mais jamais pleinement atteinte. Son affection était distante, sa chaleur absente, les compliments étaient rares et quand ils arrivaient, ils étaient souvent mêlés de critiques. Les câlins étaient presque inexistants. Au lieu de cela, Jane a appris que l'amour dans sa maison était conditionnel. Si elle n'était pas parfaite, assez mince, assez gracieuse, assez contrôlée, elle craignait de disparaître dans l'invisibilité. La petite fille qui aspirait à la tendresse a appris à mesurer sa valeur par la perfection. Puis vint le moment qui brisa le sol fragile sous ses pieds. Lorsque Jane n'avait que 12 ans, sa mère, Frances Ford Seymour, est décédée alors qu'elle était internée dans un hôpital psychiatrique. L'explication qui lui a été offerte était délibérément vague. Insuffisance cardiaque. Il n'y a pas eu de discussion familiale, pas de moment de deuil ensemble, pas de reconnaissance de la dévastation qu'une telle perte pouvait apporter à un enfant. Presque du jour au lendemain, les photographies de sa mère ont été enlevées, son nom effacé de la conversation comme si l'effacement pouvait atténuer le chagrin. Jane a été laissée à la dérive dans le silence, confuse et souffrante. Et puis, dans une cruelle tournure des événements, elle a découvert la vérité non pas par son père, pas par sa famille, mais par l'encre impersonnelle d'un magazine. Tournant ses pages à l'école, elle a lu les mots dévastateurs « Sa mère s'était suicidée ». Cette seule phrase froide l'a transpercée comme une lame. L'impact a été incommensurable. Ce n'était pas seulement la perte d'une mère, mais la trahison du secret, le déni de l'honnêteté, la suppression de toute chance de dire au revoir. Dans l'esprit tendre d'un enfant, le chagrin s'est transformé en culpabilité. Jane s'est souvenue que la veille de la mort de sa mère, elle n'était pas descendue dire bonne nuit. Cette petite omission est devenue un tourment de toute une vie. Elle s'est convaincue de manière irrationnelle mais inébranlable que sa négligence avait en quelque sorte contribué au désespoir de sa mère. Si seulement elle avait chuchoté « bonne nuit », si seulement elle avait montré un moment d'amour, peut-être que sa mère serait restée.
Cette culpabilité est devenue une ombre qui s'est accrochée à elle, façonnant sa perception de soi pendant des années. Son père n'a rien fait pour dissiper l'obscurité. Il n'a pas expliqué, il n'a pas consolé, il ne l'a pas invité à partager son chagrin. Il a simplement continué, stoïque comme jamais, comme si la tragédie était une affaire privée à ignorer. Jane a appris à l'imiter. Elle a, elle aussi, à avancer sans mots. Mais à l'intérieur, la fracture s'est approfondie. Pour survivre, elle a commencé à construire une armure. Elle a transformé la douleur en discipline, le désir en contrôle, la vulnérabilité en performance. Elle a abandonné ses supplications enfantines d'affection, a cessé d'attendre du réconfort et a plutôt couru après la réussite. Elle est devenue plus dure, plus silencieuse, plus déterminée, mais aussi plus vide. Ces années d'adolescence sont devenues une scène d'endurance plutôt que de rébellion. Elle n'a pas défié, elle s'est conformée, elle ne s'est pas effondrée. Elle a enduré, elle a perfectionné l'art d'apparaître calme même lorsqu'elle se décomposait. Et lorsque des années plus tard, le monde a célébré sa beauté éblouissante, sa présence à l'écran, son intelligence ardente, ils n'ont pas reconnu la force invisible qui l'a motivée, la faim incessante de se prouver digne d'amour. Jane Fonda n'a pas grimpé vers la gloire par hasard, elle s'est élevée parce qu'elle le devait. Son silence d'enfance avait gravé une leçon impitoyable dans son âme. Pour survivre, elle devait devenir extraordinaire ou risquer de disparaître comme sa mère avait disparu. Et ainsi, dans les lumières éclatantes d'Hollywood dans les années 1960, où la perfection était exigée comme si c'était une loi, une jeune Jane Fonda se décomposait lentement derrière un masque de perfection qu'elle avait été forcée de créer. Elle avait une vingtaine d'années, le monde semblait à ses pieds, son visage étalé dans les magazines sur papier glacé, son nom murmuré dans le même souffle que les stars les plus brillantes d'Hollywood. Pour le monde extérieur, Jane Fonda s'élevait comme une comète. Glamour, intouchable, destinée à la grandeur. Les réalisateurs la voulaient, les maisons de couture l'adoraient, le public se penchait en avant chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran. Mais à l'intérieur, elle ne montait pas en flèche. À l'intérieur, Jane était un champ de bataille déchiré entre la honte et le silence, piégée sous des attentes étouffantes qui ne laissaient aucune place à la douceur ou à l'imperfection. Elle avait hérité non seulement du nom célèbre de son père, mais aussi du poids écrasant de se montrer à la hauteur. Et tandis que le monde croyait qu'elle se prélassait à la lumière de la célébrité, Jane trébuchait dans des ombres que seule elle pouvait sentir. Son père, Henry Fonda, un homme vénéré comme une légende du cinéma, était une image de dignité et de force pour des millions de cinéphiles. Mais à la maison, pour Jane, il était distant, froid d'une manière plus douloureuse que la colère. Les éloges de sa part étaient une denrée rare distribuée comme une ration qu'il fallait gagner, et l'affection était encore plus rare, presque totalement absente. Quand il la regardait, c'était avec un œil aiguisé par la critique, pas adouci par l'amour. Si elle n'était pas assez mince, assez polie, assez parfaite, elle craignait de disparaître dans l'invisibilité. Chaque regard de sa part lui rappelait que la perfection n'était pas une aspiration, mais une exigence. Dans les couloirs silencieux de sa maison, Jane a appris très tôt que l'absence d'approbation était tout aussi blessante qu'un rejet pur et simple. Cette leçon s'accrocherait à elle longtemps après qu'elle ait mis les pieds sur les plateaux de tournage et les tapis rouges. Cette conviction que seule la perfection pouvait la rendre visible ne s'est pas estompée avec la célébrité. Elle s'est calcifiée au moment où les caméras l'adoraient. Jane avait déjà commencé à se mépriser. Pour le public, elle était une starlette éblouissante avec une aura indéniable. Mais derrière chaque sourire sur le tapis rouge se cachait une guerre privée qu'elle perdait quotidiennement. Les projecteurs ne guérissaient pas ses blessures, ils ne faisaient que les exposer plus cruellement, amplifiant chaque défaut qu'elle croyait porter. Hollywood récompensait sa beauté, mais Jane ne pouvait pas voir la beauté en elle-même. Elle se sentait comme une imposture jouant un rôle non seulement à l'écran, mais aussi dans sa propre vie. En secret, elle a développé des rituels de destruction. Jane a lutté contre la boulimie, les crises de boulimie et les cycles de purification et de punition qui ont laissé son corps épuisé et son esprit brisé. La routine était brutale. L'indulgence suivie de l'expulsion,
la faim suivie de la culpabilité. Chaque fois qu'elle se purifiait, c'était comme si elle essayait de se débarrasser non seulement de la nourriture, mais aussi de la honte. Les rituels étaient cachés avec soin, enfouis sous des robes de créateurs et des affiches de films éblouissantes. Personne ne le savait. Comment aurait-il pu le savoir ? Pour le monde, elle ressemblait à tout ce qu'il voulait, mince, posée, glamour. Mais dans ses moments trop privés, Jane pouvait à peine croiser son propre regard dans le miroir. « Je détestais mon corps », avouera-t-elle plus tard, des mots qui révélaient la profondeur de son tourment. « Je pensais que si je pouvais simplement le réparer, peut-être que le reste de moi se sentirait moins brisé. » C'était sa logique, le cruel marché qu'elle avait conclu avec elle-même, que le corps pouvait être sculpté en dignité, que la beauté pouvait effacer la solitude, mais aucune quantité de régime ou de discipline ne pouvait guérir les blessures invisibles gravées dans son âme. Les applaudissements de millions de personnes ne pouvaient pas faire taire la voix unique à l'intérieur d'elle qui disait qu'elle n'était jamais assez. Hollywood, au lieu d'offrir du réconfort, n'a fait qu'aiguiser le couteau. Le système des studios prospérait grâce au contrôle et à l'illusion, aveuglant les dirigeants avec des fantasmes de profit tout en ignorant l'humanité des stars qu'ils façonnaient. Ils ont nourri Jane de cruauté déguisée en conseil professionnel. Un dirigeant a suggéré qu'elle se casse la mâchoire et se fasse enlever les molaires pour que son visage paraisse plus mince à l'écran. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas une satire. C'était la logique d'Hollywood à son plus grotesque. Et Jane, toujours désespérée de validation, aspirant toujours à l'approbation qui l'avait fui depuis l'enfance, a écouté. Elle a subi une chirurgie plastique non pas par vanité, mais par désespoir. Chaque intervention ne visait pas à rechercher le glamour, mais à rechercher l'amour. Chaque modification est devenue un plaidoyer pour la dignité. Chaque incision, une tentative d'éliminer le doute. Pour le public, on avait l'impression d'une femme qui perfectionnait son image. Pour Jane, c'était une question de survie, un moyen de rester visible dans un monde qui exigeait la perfection. Mais le miroir n'était jamais satisfait. Peu importe à quel point son visage est devenu raffiné, peu importe à quel point sa silhouette paraissait impeccable, la fille à l'intérieur est restée meurtrie, toujours à la recherche de la tendresse qui lui avait été refusée. Sa vingtaine, les années que le monde idéalise comme dorées et insouciantes, étaient tout sauf dorées pour Jane. Ce sont des années creusées par la honte, étouffées par la solitude et alourdies par le fardeau invisible de faire semblant d'aller bien. Elle se déplaçait dans des fêtes de glamour et des premières de films avec une élégance étudiée, l'image de la sérénité et de l'intrépidité, mais en privé, elle était fragile, tenant à peine ensemble les morceaux d'elle-même. Je n'ai jamais pensé que je vivrais au-delà de 30 ans. Elle a avoué plus tard que cette seule confession révélait à quel point la douleur était profonde, à quel point elle avait failli être consumée par le désespoir qu'elle portait. Le monde, cependant, ne voyait que l'ascension, la starlette glamour, l'icône de la mode, l'actrice dont chaque mouvement faisait les gros titres. Ce qu'ils ont manqué, c'est l'effondrement silencieux, le dénouement qui se produisait juste au-delà des bords du cadre. Ils ont vu une image polie, mais pas la femme brisée cachée à l'intérieur. Derrière l'ascension fulgurante de Jane Fonda se cachait une jeune femme qui se frayait un chemin à travers le désespoir, brisée par son besoin désespéré d'être aimée, évidée par une culture qui valorisait les apparences plus que les âmes. Et bien que les années à venir apporteraient de la force, la réinvention et une voix qui résonnerait bien au-delà d'Hollywood, les cicatrices de cette décennie ne se sont jamais complètement estompées. Elles sont restées des compagnons silencieux, des rappels de tout ce qu'elle avait enduré. Jane n'était plus seulement la fille de Henry Fonda. Vivant dans l'ombre de sa renommée, elle était devenue une force à part entière, inflexible, intelligente et n'ayant pas peur de défier l'industrie même qui avait autrefois tenté de la faire taire. Sa douleur ne l'avait pas détruite. Elle l'avait transformée en une femme qui passerait sa vie à refuser d'être effacée. Sa véritable percée n'est pas venue avec le glamour, mais avec le courage dans « On achève bien les chevaux » de 1969, où Gloria, une danseuse désespérée, est écrasée sous le poids de la Grande Dépression. Sur le papier, c'était une histoire sombre sur l'endurance et le désespoir. Mais à l'écran, Jane l'a transformée en quelque chose de presque insupportable dans son honnêteté. Ce n'était pas seulement une performance,
C'était un cri d'angoisse, un portrait d'une âme qui se bat pour survivre, alors que la survie elle-même semblait être de la cruauté, l'épuisement de son corps, la douleur dans ses yeux, la tension qui parcourait chacun de ses mouvements, prouvaient que Jane n'agissait plus pour plaire aux critiques ou pour impressionner le public. Elle agissait pour révéler quelque chose de brut et de non dit sur elle-même et sur le monde. Pour la première fois, les critiques ont vu non pas la fille de Henry Fonda ou une ingénue glamour, mais une femme forgeant sa propre identité artistique grâce à son courage émotionnel. 2 ans plus tard, dans Clute, en 1971, elle s'est glissée dans la peau de Brie Daniels, une call girl en prise avec le danger, le désir et la découverte de soi. Le rôle aurait pu être facilement réduit à un stéréotype, la prostituée au cœur d'or, la demoiselle en détresse. Mais Jane a démantelé ces clichés et a plutôt créé quelque chose de beaucoup plus intime, compliqué et humain. Elle a dépouillé le rôle de tout faux glamour et a livré un portrait d'une femme à la recherche désespérée d'identité dans un monde qui l'objectivait et la rejetait. Brie était fragile, mais rebelle, cynique, mais aspirant à être comprise. Et à travers la performance de Jane, le public a vu non pas un type, mais une personne. L'Académie a pris note, lui décernant son premier Oscar, mais cette statue dorée n'a pas simplement couronné une carrière, elle a validé une renaissance. Jane s'était débarrassée de la peau de ses insécurités et était devenue l'une des actrices les plus intrépides de sa génération. Puis, en 1978, vint le retour et avec lui, l'une des performances les plus obsédantes de la vie de Jane. Elle a joué Sally Hyde, une femme transformée par sa relation avec un vétéran paralysé du Vietnam. À une époque où la guerre était encore fraîche et où les blessures s'y enseignaient encore à travers l'Amérique, le rôle exigeait du courage non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que citoyenne. Les larmes qu'elle a versées n'étaient pas des embellissements scénarisés. Elles étaient réelles, nées de l'empathie qui vivait profondément en elle. Chaque regard, chaque hésitation portait le poids du deuil personnel et collectif. Ce rôle a valu à Jane son 2e Oscar, mais plus important encore, il a marqué son passage à quelque chose de plus profond que la célébrité. Elle ne prenait plus des rôles simplement parce qu'ils lui étaient offerts. Elle les prenait parce qu'ils étaient importants, parce qu'il parlait de vérités trop souvent enfouies par le vernis d'Hollywood. Frustrée par les scénarios superficiels qui lui étaient continuellement offerts et par la machine à profit d'abord qui dominait l'industrie, Jane a cofondé sa propre société de production dans les années 1970. C'était un acte radical, presque imprudent pour une femme à cette époque où le contrôle créatif était presque toujours réservé aux hommes. Pourtant, c'était aussi un acte de survie et de récupération, un moyen de s'emparer de l'autonomie sur sa propre voie et sa carrière. Pour Jane, il ne suffisait pas de simplement jouer dans les histoires de quelqu'un d'autre. Elle voulait raconter les histoires qui comptaient, des histoires qui défiaient le public, plutôt que de le réconforter. Avec sa société, elle a commencé à faire avancer des récits sur la guerre, la guérison, la justice et le féminisme, non pas pour des applaudissements ou des chiffres au box-office, mais pour la responsabilité. C'était l'art comme activisme, le cinéma comme un miroir aux blessures de la société. Avec le retour, Jane a fait plus qu'émouvoir le public. Elle a ému une nation. Le film a forcé l'Amérique à affronter son traumatisme collectif, à voir les visages des vétérans, non pas comme des statistiques, mais comme des victimes brisées ayant besoin de compassion. C'était Jane à son plus intrépide, tissant son talent artistique avec son activisme jusqu'à ce que les deux soient indiscernables. Elle croyait profondément que les films ne servaient pas seulement à s'évader, ils étaient pour la vérité, ils étaient pour la prise de conscience. Et elle a refusé de trahir cette conviction, même lorsque cela lui coûtait des rôles, de l'argent ou la faveur du public. Là où d'autres voyaient la célébrité comme un abri contre la controverse, Jane a utilisé sa plateforme pour provoquer, pour remettre en question et pour exiger. Dans une industrie construite sur l'image, Jane a insisté sur la substance. De ses discours aux Oscars qui ont osé aborder la politique à ses protestations contre la guerre qui l'ont amené à faire les gros titres et parfois à porter des menottes, elle a réécrit ce que signifiait être une star. Elle s'est tenue sur les plateaux de tournage
et sur les marches des tribunaux avec la même conviction. Sa voix ne vacillait pas, qu'elle prononce des répliques dans un scénario ou des arguments contre l'injustice. Non pas en poursuivant la célébrité, mais en l'exploitant, elle a redéfini sa carrière comme une mission. Ses performances sont devenues des miroirs reflétant la société autour d'elle, et sa carrière est devenue une quête incessante de sens. Pour Jane, la célébrité n'a jamais été une fin. C'était une arme qu'elle maniait au service de ses convictions. Son héritage à cette époque n'a pas été façonné par la commodité, mais par le courage. Dans un Hollywood obsédé par le confort et le conformisme, les choix de Jane Fonda étaient déroutants, perturbateurs et tout à fait uniques. Elle a forcé des conversations inconfortables, défié les stéréotypes et a refusé d'être domptée par les attentes de l'industrie. Alors que d'autres jouaient la sécurité, Jane a tout risqué, sa réputation, ses moyens de subsistance, même sa sécurité pour vivre de manière authentique. Elle n'a pas seulement joué, elle a répondu à un appel supérieur et ce faisant, elle a redéfini ce qu'une femme à Hollywood pouvait être. Non pas un ornement, pas une marchandise, mais une force de la nature ayant le pouvoir de remodeler à la fois l'art et la société. Il y a des moments dans la vie dont on ne revient pas, des tournants si déterminants qu'ils altèrent à jamais le cours d'une personne. Pour Jane Fonda, un tel moment ne s'est pas produit sous l'éclat d'un projecteur hollywoodien ou sur la scène d'une cérémonie de remise de prix. Il s'est déroulé loin du glamour de Los Angeles, dans un pays inconnu à des milliers de kilomètres de chez elle, où sa voix d'activiste s'est à jamais mêlée à son image d'actrice. Ce voyage controversé et transformateur garantirait que Jane Fonda ne serait plus jamais considérée comme une simple star de cinéma. Elle deviendrait quelque chose de plus grand, de plus polarisant et d'infiniment plus puissant, un symbole de conviction à une époque de division. Au début des années 1970, Jane a commencé à évoluer au-delà de son image à l'écran. Après des années de lutte personnelle avec l'estime de soi, la boulimie et les attentes étouffantes de la célébrité, elle s'est sentie attirée par des questions plus profondes de but et d'humanité. Elle ne se contentait plus d'être une actrice glamour ou une icône culturelle. Motivée par la compassion et par le sentiment urgent que sa plateforme pouvait être utilisée pour quelque chose de plus grand, Jane a commencé à écouter plus attentivement les voix qui faisaient rarement les gros titres. Étudiants, familles, vétérans et personnes marquées par les conflits. Leurs histoires ont remué quelque chose à l'intérieur d'elle, un rappel de ses propres blessures et un appel à relier l'art à l'activisme. C'est au cours de cette période de recherche qu'elle s'est lancée dans un voyage qui marquerait à jamais son héritage, à la fois célébré et condamné. En 1972, Jane Fonda a effectué un voyage à l'étranger qui allait devenir l'un des chapitres les plus incompris et controversés de sa vie. Son objectif n'était pas de provoquer l'indignation, mais de témoigner de ses propres yeux de l'impact de la guerre sur les gens ordinaires. Elle a visité des hôpitaux, des écoles et des communautés qui avaient été frappées par des années de difficultés. Ce qu'elle a vu l'a humiliée. Des enfants avec une résilience tranquille dans les yeux, des mères portant un chagrin qui était devenu une routine, des familles reconstruisant au milieu des ruines. Jane s'est assise avec eux, a posé des questions et a écouté sans jugement. Pour une femme qui avait passé des années à être scrutée pour son apparence, ces rencontres ont dépouillé la vanité et l'ont remplacée par un but. Elle a vu de la dignité là où le monde ne voyait que la dévastation. Et elle a commencé à croire que sa renommée signifiait peu si elle ne pouvait pas amplifier la souffrance des autres. Mais ensuite, lors d'un arrêt prévu, une photo a été prise, une photo qui allait modifier le cours de sa vie publique. Sur l'image, Jane est assise près d'équipements militaires, souriant maladroitement dans ce qu'elle pensait être un moment éphémère et inoffensif. Elle n'a jamais eu l'intention d'en faire une déclaration politique. Pour elle, il s'agissait simplement d'une photo posée à la fin d'une longue journée émotionnellement éprouvante. Pourtant, une fois que l'image a circulé aux États-Unis, elle a déclenché une tempête. Pour de nombreux Américains, encore à vif de la douleur de la guerre du Vietnam, la photographie n'était pas neutre. Elle a été perçue comme une trahison, comme si Jane s'était rangée du côté des soldats, même qui avaient tout sacrifié.
La réaction a été immédiate et brutale. Les gros titres l'ont qualifié de Hanoi Jane, un surnom qui la suivrait pendant des décennies. Les manifestants ont appelé au boycott de ses films, les studios ont hésité à l'embaucher, se méfiant de la controverse attachée à son nom. Les groupes de vétérans l'ont dénoncé et certains Américains ont juré de ne jamais lui pardonner. Pour Jane, ce fut l'une des épreuves les plus cuisantes de sa vie. La photo avait réduit des années d'empathie, d'écoute et d'efforts sincères à une seule image mal comprise. Et bien que son cœur n'ait jamais eu l'intention de faire du mal, elle ne pouvait pas contrôler la façon dont il était perçu. Jane a parlé plus tard ouvertement de l'événement, reconnaissant avec humilité la blessure profonde que l'image avait causée. Elle a exprimé des regrets, non pas pour son intention de témoigner de la souffrance, mais pour la façon dont cette seule photographie a éclipsé son message. Elle n'a jamais eu l'intention de blesser ou d'offenser, expliquait-elle. Pourtant, elle a également reconnu les émotions brutes des familles qui avaient perdu des êtres chers au Vietnam. Elle a compris que la photo était un symbole et que les symboles portent un pouvoir bien plus grand que l'intention derrière eux. Cette prise de conscience l'a forcée à grandir. Au lieu de se replier dans le silence ou d'abandonner ses convictions, Jane a choisi d'affronter la critique de front. Plutôt que de s'éloigner des yeux du public, elle s'est tournée vers l'art comme une forme de guérison. En 1978, elle a produit et joué dans Le Retour, un film qui dépeignait avec un respect et une tendresse rare les luttes des vétérans revenant de la guerre. Grâce à son rôle, elle a donné une voix à des histoires trop souvent ignorées. La solitude des soldats, les cicatrices émotionnelles, le désir de dignité. La performance lui a valu un autre Academy Award, mais plus que cela, elle a contribué à remodeler son récit public. Pour beaucoup, Jane n'était plus seulement une figure controversée ou un paratonnerre politique, elle était une femme prête à affronter la douleur avec un but, à transformer ses propres erreurs en carburant pour l'empathie. Bien que la controverse de Hanoi Jane ait persisté pendant des années et qu'elle serait toujours une ombre dans sa biographie, Jane n'a jamais perdu sa compassion. Elle est venue à comprendre une dure vérité. Faire ce que vous croyez être juste ne garantit pas les éloges. Parfois, cela garantit le mépris. Et bien qu'un seul moment puisse marquer une réputation, il ne peut pas effacer toute une vie de vérité. Son expérience pendant cette période n'était pas seulement un défi. C'est devenu un tournant, cela lui a appris à quel point la perception du public pouvait être fragile, comment une seule photographie pouvait l'emporter sur des années de plaidoyer. Mais dans le silence qui a suivi, sur la longue route de la reconstruction de la confiance, elle a trouvé quelque chose de durable. Une force qui ne dépendait pas de l'approbation et une voix qui ne faisait que s'élever au service de l'empathie. On pourrait penser qu'après avoir survécu à la fois au mépris public et à ses démons privés, Jane Fonda trouverait enfin la paix. Mais non, son voyage émotionnel ne faisait que commencer. Au fil des décennies, elle endurerait non pas un, mais 3 mariages. Chacun d'eux exposant de nouvelles couches de désir, de vulnérabilité et la douleur silencieuse de l'amour inconditionnel. Les images glamour de ces relations dans la presse n'ont jamais raconté toute l'histoire. Derrière les portes closes, Jane était toujours à la recherche d'une version d'elle-même à laquelle elle pouvait s'accrocher, une version qui se sentait entière et digne. Son premier mariage avec le cinéaste français Roger Vadim a commencé en 1965 alors que Jane n'avait que 27 ans. Jeune, instable et désespérée de s'ancrer dans un monde qui exigeait la perfection à chaque tournant, elle a été attirée par le magnétisme de Vadim. Près de 10 ans plus âgé et déjà tristement célèbre pour ses romances avec des sirènes de l'écran comme Brigitte Bardot, Vadim a entraîné Jane plus profondément dans les projecteurs. Il la voyait non seulement comme une femme, mais comme une muse attendant d'être réveillée, une toile de sensualité inexploitée. Sous son regard, Jane a appris à embrasser une sorte de sexualité qui l'avait autrefois effrayée. Ensemble, ils ont créé Barbarella, un film qui a transformé Jane en une icône internationale d'attrait, l'ancrant à jamais dans la culture pop comme un symbole de séduction de science-fiction. Pourtant, derrière les portes closes, l'éclat de la renommée jetait souvent des ombres plus sombres. Lorsque leur fille Vanessa est née en 1968, Jane est entrée dans la maternité avec un espoir tremblant.
Elle voulait être à la fois la figure de proue publique et la mère nourricière privée. Mais il lui a semblé impossible d'équilibrer ses rôles. Elle aspirait à être une mère dévouée. Pourtant, les exigences de sa carrière et les attentes de Vadim n'ont cessé de l'éloigner. Vadim, pour sa part, l'a encouragée à accepter des rôles qui mettaient en valeur son corps, alimentant l'image de séduction qui l'avait rendue célèbre. Mais Jane aspirait à plus. Elle voulait de la substance, des personnages avec de la profondeur, des rôles qui parlaient de la douleur et de la résilience qu'elle connaissait si bien en elle-même. La tension entre eux s'est transformée en conflits ouverts. Ils n'étaient pas d'accord seulement sur les choix de films, mais aussi sur les valeurs, sur l'identité, sur ce que signifiait vivre avec un but. Jane changeait, s'éveillant à ses convictions politiques et à sa soif d'authenticité, tandis que Vadim restait attaché au spectacle et à la sensualité. Et puis vint la culpabilité, le genre de culpabilité qui ronge le cœur d'une mère. Jane admettrait plus tard qu'elle se sentait comme une photographie dans l'enfance de Vanessa, présente en images, absente dans la vie réelle. Au sommet de sa beauté et de son succès, elle était aussi à son plus vide émotionnellement, déconnectée d'elle-même, incertaine de savoir si elle vivait vraiment sa vie ou si elle ne faisait que la jouer. Leur mariage a finalement croulé sous le poids de ses chemins divergents. Vadim recherchait le glamour et le spectacle, Jane recherchait le sens et la vérité. Et bien que leur union lui ait donné une fille et des leçons inoubliables, elle l'a également laissé avec ses propres cicatrices. La réalisation que même dans l'amour, elle se sentait souvent invisible. En 1973, elle s'est éloignée non seulement d'un mari, mais d'une vie qui avait trop exigé d'elle et l'avait quand même laissée invisible. Elle a emmené Vanessa avec elle, choisissant la route la plus difficile, une route pavée de solitude, mais aussi d'honnêteté. Avec cette étape, elle a choisi la douleur plutôt que le faux semblant, la vérité plutôt que l'illusion. Mais ce choix est venu avec ses propres fardeaux, plus lourds qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Devenir mère n'avait pas fait taire ses doutes intérieurs. Cela les avait amplifiés, les reflétant dans chaque nuit tranquille où elle se retrouvait seule avec ses pensées. Les applaudissements du public s'estompaient lorsqu'elle fermait sa porte d'entrée, la laissant face aux mêmes insécurités qu'elle portait depuis l'enfance. Elle se sentait à la fois courageuse et brisée, libérée mais indigne. Malgré tous les applaudissements qu'elle avait reçus, tout le glamour qu'elle avait porté, Jane Fonda était toujours au fond d'elle une femme à la recherche d'un amour qui ne venait pas avec des conditions. Elle aspirait à une affection qui n'avait pas à être gagnée, qui n'était pas liée à la performance ou à la perfection. Et en s'éloignant de Roger Vadim, elle ne mettait pas seulement fin à un chapitre de sa vie, elle commençait un voyage de toute une vie vers elle-même. Pour la première fois, elle s'est autorisée à admettre que les rôles qu'elle avait joués en tant qu'épouse, muse et icône étaient des masques qui l'avaient empêchée d'être elle-même. À peine s'était-elle libérée de l'image façonnée par Vim que Jane Fonda entrait dans un autre chapitre. Cette fois, c'était aux côtés d'un homme qui ne se tenait pas sur les plateaux de tournage, mais sur les piquets de grève. Tom Hayden. Son nom brûlait d'un feu politique attaché à des mouvements qui ont ébranlé l'establishment et redéfini la responsabilité civique. Pour Jane, il représentait quelque chose de plus profond que la romance. Il était la rédemption, un moyen de transformer sa culpabilité et sa soif de sens en action. Elle croyait qu'avec lui, elle pouvait canaliser sa douleur dans un but, que l'amour et la justice pouvaient fusionner en un même chemin vers l'avant. Elle avait 35 ans, marquée par la perte, macérée dans la célébrité et saignant encore des batailles menées principalement en silence. Tom n'était pas seulement un partenaire. Il était une cause, une croyance, une idéologie dans laquelle elle pouvait s'envelopper lorsque les projecteurs s'éteignaient. Se tenir à ses côtés, c'était s'opposer à l'injustice, relier son histoire personnelle aux luttes plus larges d'une génération. Mais ce à quoi Jane ne s'attendait pas, c'était la guerre silencieuse entre deux versions d'elle-même. La révolutionnaire publique saluée et méprisée à parts égales et la mère privée aspirant à la stabilité et à la tendresse. C'était un conflit qu'elle n'a jamais pu tout à fait résoudre. Lorsque leur fils Troy est né en 1973, Jane espérait que la maternité l'ancrerait d'une manière que l'activisme ne pouvait pas. Elle voulait que cela l'enracine, lui donne le sentiment d'appartenance qui lui avait été refusé lorsqu'elle était enfant. Mais au lieu de cela, cela la divisait davantage.
Tom envisageait une partenaire capable de marcher à ses côtés, d'écrire des discours, d'organiser des campagnes, tout en entretenant un foyer parfait. Jane a essayé, elle a marché, elle a collecté des fonds, elle a bercé son bébé entre les réunions de stratégie, mais rien ne s'est jamais senti complet. Elle laissait toujours un monde derrière elle pour remplir des obligations dans un autre, n'étant jamais pleinement présente dans aucun des deux. Je ne savais pas comment être une mère, avouerait-elle plus tard avec une honnêteté douloureuse. L'amour pour elle avait toujours été conditionnel. Et maintenant, même dans son rôle de parent, la perfection est devenue une prison. Elle a sacrifié son sommeil pour assister à des réunions tardives, rédigeant des plans pour des campagnes de protestation. Elle rentrait chez elle en trombe après des rassemblements, désespérée de rattraper les histoires du soir manqué et les moments tranquilles avec Troy. Pourtant, la culpabilité persistait, s'installant dans sa poitrine comme un poids qui ne s'est jamais levé. Peu importe ce qu'elle donnait, elle a toujours cru que ce n'était pas suffisant. Elle voulait être tout, inflexible sur les lignes de front, mais douce et présente à la maison. Mais ce genre de femme n'existait que dans l'imagination. Derrière leur cause commune, des fissures se sont approfondies. Jane a commencé à sentir que Tom, malgré leurs idéaux, la voyait comme un symbole, une figure belle et puissante à montrer, une icône du mouvement, pas une égale pleinement vue. C'était une douleur familière faisant écho à la dynamique qu'elle avait autrefois endurée avec son père. Admirée pour ce qu'elle représentait, mais rarement chérie pour ce qu'elle était. Et bien qu'ils aient cofondé des organisations à but non lucratif, collecté des fonds et soutenu un réel changement, en privé, Jane se sentait souvent comme une silhouette d'elle-même. La distance émotionnelle qu'elle avait autrefois ressentie avec Henry Fonda est revenue sous une autre forme. Cette fois dans un mariage qui exigeait sa force, mais lui offrait rarement du réconfort. Sa relation avec Troy a souffert de cette tension. Il y a eu des moments qu'elle n'a jamais pu récupérer, des matins manqués, des larmes sans réponse, des rires inentendus. La culpabilité est devenue sa compagne constante, même si l'histoire se souvenait d'elle comme d'une force culturelle. Son activisme a donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, mais son propre enfant a trop souvent grandi dans l'écho de l'absence. Au moment où elle et Tom ont divorcé en 1990, Jane avait acquis une reconnaissance mondiale en tant qu'actrice et activiste, mais à un coût personnel énorme. « J'aimais mes enfants », a-t-elle avoué plus tard. Mais je n'étais jamais sûre d'être assez pour eux. Avec le recul, elle ne regrettait pas les causes qu'elle avait défendues, ni les risques qu'elle avait pris. Ce qu'elle pleurait, c'était le terrain émotionnel qu'elle n'avait jamais appris à naviguer. Les espaces tendres où l'intimité aurait dû vivre, mais a été remplacée par la distance. La femme qui a inspiré des millions de personnes ne pouvait souvent pas s'offrir la grâce qu'elle donnait si librement aux étrangers. Son mariage avec Tom Hayden n'a pas été un échec en matière de passion ou d'idéaux, mais une prise de conscience entre la force publique et le sacrifice privé. Cela lui a montré à quel point le coût d'être à la fois un symbole et une mère pouvait être élevé. Et dans les paisibles conséquences de leur séparation, Jane a commencé le voyage le plus difficile de tous, apprenant lentement à se pardonner de ne pas être tout ce qu'elle pensait devoir être. Au moment où Jane Fonda est entrée dans son troisième mariage en 1991, elle n'était plus la jeune femme insécure hantée par l'héritage, ni l'activiste fougueuse défiant les systèmes à chaque tournant. Elle avait 53 ans, était éprouvée, plus sage et lasse de reconstruire encore une fois. Son mari, le magnat des médias Ted Turner, a offert ce qui semblait être la dernière pièce du puzzle. Il lui a donné la stabilité, la sécurité et la promesse d'une vie éloignée du chaos qu'elle avait connu. Pour Jane, cela ressemblait à une chance de se reposer enfin, de respirer, d'appartenir. Ted était la force derrière CNN, un homme avec des empires tentaculaires, des avions, des ranchs, des réseaux, et il a accueilli Jane dans un monde où rien ne manquait, sauf peut-être la seule chose qu'elle avait poursuivie toute sa vie, l'appartenance inconditionnelle. Au début, la vie avec Ted brillait de promesses. Ils partageaient leur temps entre de vastes domaines, souriaient pour les caméras lors de galas étincelants et incarnaient l'image d'un couple puissant avec une élégance sans effort. Mais sous les robes sur mesure dans les grandes salles de bal, quelque chose de familier s'est insinué. Un silence que Jane avait déjà entendu. Ce n'était pas le silence de la négligence, mais de l'invisibilité. Roger l'avait autrefois voulu comme une muse.
Tom l'avait voulu comme une camarade, mais Ted voulait une partenaire qui s'intègre parfaitement dans le cadre, qui se tienne à ses côtés sans déplacer les projecteurs. Ses opinions étaient poliment tolérées, parfois amusées, mais rarement sollicitées, et lentement son identité, autrefois forgée dans la protestation et le but, a commencé à s'estomper sous le poids des apparences. Publiquement, elle se tenait aux côtés d'un titan de l'industrie. En privé, elle a recommencé à disparaître. Alors que ses enfants devenaient indépendants et que le monde ralentissait autour d'elle, Jane s'est retrouvée à la dérive. Elle n'était plus réduite au silence par des hommes au pouvoir, mais par les rôles qu'elle avait elle-même choisi de jouer, des rôles conçus pour maintenir la paix, pour préserver l'image. Elle est devenue ce que le monde applaudissait, posée, élégante, dévouée, mais derrière les portes fendées closes, elle s'est défaite, aspirant à la version d'elle-même qui était désordonnée, passionnée, sans peur. La Jane qui avait été bruyante avec conviction, qui avait pris des risques sans s'excuser, qui avait osé se tenir seule en signe de protestation, lui manquait. Selon ses propres mots, le mariage avec Ted était un lieu d'amour doux, mais absent de chaleur. Il y avait de la gentillesse, de la camaraderie et des soins, mais pas de feu. Ce n'est pas la cruauté qui y a mis fin, c'est l'érosion lente de soi. Jane a réalisé douloureusement que même le confort, même la sécurité pouvaient devenir une cage si cela exigeait qu'elle se rétrécisse. Lorsque le mariage s'est terminé en 2001, il n'y a pas eu de gros titres dramatiques, pas de querelle devant les tribunaux, juste une femme s'éloignant du luxe pour récupérer son autonomie. Jane est partie avec la richesse, oui, mais plus important encore, avec la souveraineté. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'appartenait pas à un homme, à un mouvement ou à un moule. Elle s'appartenait à elle-même. Et peut-être qu'après une vie de recherche, c'était l'histoire d'amour la plus radicale de toutes. À travers 3 mariages et d'innombrables réinventions, le rôle de Jane Fonda en tant que mère est resté compliqué, tissé d'amour, de culpabilité et de la poursuite douloureuse de la rédemption. Elle chérissait Vanessa, la qualifiant de courageuse, et se souvenait l'avoir tenue pour la première fois comme d'un moment de transcendance. Pourtant, élever un enfant sous les projecteurs a rempli Jane de remords tranquilles. Elle craignait de transmettre les mêmes fardeaux perfectionnistes qui avaient hanté sa propre jeunesse et a juré de protéger Vanessa de ceux-ci, même en trébuchant elle-même dans la maternité. Avec Troy, elle a vu à la fois de la force et du chagrin. Elle admirait sa créativité et sa constance, mais portait la culpabilité de ses absences, des dîners manqués, des promesses brisées, des projets passionnants qui l'éloignaient. Elle a dit un jour qu'elle devait apprendre à s'excuser avec tout mon cœur, pas seulement pour ce qu'elle a mal fait, mais pour ce qu'elle a choisi au fil du temps. Grâce à l'honnêteté et à la douleur partagée, ils ont commencé à guérir. La confiance a été reconstruite, non pas par de grands gestes, mais par la conversation, les larmes et le courage tranquille du pardon. Jane ne s'est pas éloignée de la maternité vide, elle s'en est éloignée changée. Sa fondation pour les adolescents en Géorgie n'était pas seulement de la charité, c'était personnel. Elle l'a créée parce qu'elle savait ce que c'était que d'être perdue et parce que ses enfants lui avaient enseigné l'humilité. Vanessa et Troy lui ont donné plus que des titres. Ils lui ont donné la grâce d'être imparfaite et la force de continuer à essayer. Son histoire n'est pas celle d'une maternité parfaite ou d'un triomphe romantique, mais de persévérance, d'essayer d'aimer et d'être aimée de manière imparfaite, de réaliser qu'avec chaque au revoir, elle a laissé derrière elle des morceaux d'elle-même, mais a également libéré de l'espace pour grandir. La femme que Jane est devenue, plus sage, plus entière, tranquillement puissante, a émergé, non pas malgré ses blessures, mais grâce à elle. En fin de compte, son héritage le plus durable ne réside peut-être pas dans le cinéma ou la protestation, mais dans le cœur de ses enfants. Un héritage de vulnérabilité, de résilience et du courage de ne jamais cesser de devenir. Même après avoir survécu aux tempêtes du mariage, de la maternité et de la célébrité, la guerre la plus personnelle de Jane Fonda n'est pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur de son propre corps. Au fil des années, une série de diagnostics cruels ont défilé. En 2010, à l'âge de 72 ans, on lui a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Une tumorectomie lui a sauvé la vie, mais la peur et les conséquences émotionnelles ne se sont pas estompées avec les points de suture.
Puis en 2019, une petite lésion sur sa lèvre a révélé un cancer de la peau, traitement mineur mais le message était glaçant. Le temps n'était plus une piste d'atterrissage sans fin. Et en 2022 est venu le coup le plus dur, le lymphome non-Hodgkinien. À 84 ans, alors que beaucoup se sont tranquillement rendus à la vieillesse, Jane a commencé la chimiothérapie et elle l'a fait publiquement, courageusement, sachant que sa voix pouvait offrir du réconfort aux autres. Mais sous cette force se cachait une vérité plus silencieuse, le genre de douleur qui visite en silence. Pas de tapis rouge, pas d'applaudissements, juste des chambres d'hôpital stériles, des lignes intraveineuses, le bourdonnement froid des machines-pattes médicales et la profonde solitude que la maladie apporte souvent. La nuit, quand le monde était calme, Jane était simplement une femme seule dans une pièce, se souvenant de la force féroce et rayonnante qu'elle avait été autrefois. Elle a admis plus tard que le cancer l'avait ralentie et l'avait forcée à regarder à l'intérieur d'elle-même. « Je n'ai pas peur de mourir », a-t-elle partagé, mais j'ai peur d'atteindre la fin avec des regrets. Et il y avait des regrets. Des anniversaires manqués, des adieux précipités, des appels jamais passés parce que le travail ou les causes ont toujours passé en premier. Ce genre de culpabilité ne disparaît pas. Elle s'adoucit simplement, devient une partie de son ombre. Même en rémission, Jane a fait face à ce que tant de gens craignent, la trahison du temps. Son miroir ne mentait pas. Les genoux lui faisaient mal, sa colonne vertébrale se courbait et sa mémoire, autrefois imposante, vacillait. Pour une femme qui a autrefois redéfini la force, accepter la fragilité est devenu son rôle le plus difficile. Et peut-être que la partie la plus cruelle était la solitude. Après 3 mariages ratés, aucun partenaire romantique à ses côtés et des enfants adultes vivant leur propre vie, Jane a mené sa bataille la plus difficile en grande partie seule. Pas sans amour, mais sans présence. Elle avait la richesse, elle avait l'héritage, mais dans le calme de la nuit, rien de tout cela ne lui tenait la main. Son combat n'avait pas besoin de caméras ou de discours, juste de souffle, juste de résolution. Et quand elle est sortie du traitement, plus mince, plus silencieuse, mais souriante, elle a rappelé au monde « La beauté n'est ni dans la jeunesse, ni dans la perfection. Elle est dans la persévérance, dans le fait de se lever chaque jour avec grâce, même lorsque votre corps dit non. » Jane Fonda a peut-être bâti un empire d'art, d'activisme et de renommée, mais dans sa guerre silencieuse contre la maladie, nous voyons la vérité brute de son héritage. Pas seulement dans ce qu'elle a accompli, mais dans la façon dont elle a enduré avec acharnement. Et cela plus que la renommée ou la fortune est la marque d'une vie vraiment vécue. À 87 ans, Jane Fonda ne vit pas sous les projecteurs, mais dans la sérénité. Sa maison de Los Angeles n'est plus un lieu de rassemblement pour les caméras ou les galas, c'est un sanctuaire paisible rempli de nature, de livrées et des échos d'une vie pleinement vécue. Après des décennies de tapis rouge et de révolution, elle choisit maintenant le calme, la réflexion et la connexion intentionnelle. Son héritage ne se mesure plus en prix ou en gros titres, mais dans les cœurs qu'elle a encadrés, les causes qu'elle a soulevées et les relations qu'elle a travaillé à réparer avec ses enfants, Vanessa Vadim et Troy Gitty. Le lien est plus doux, plus honnête. Jane a longtemps reconnu son absence pendant leurs années de formation, mais elle n'a pas laissé le regret définir l'histoire. À la place, elle a choisi la présence. Aujourd'hui, leur lien n'est pas basé sur la perfection, mais sur la patience, l'humilité et la vérité. Ils se réunissent pour des dîners tranquilles, échangent des lettres et des rires, et laissent de la place à la vulnérabilité, un luxe que la renommée leur a autrefois refusé. La romance, autrefois un champ de bataille d'attente et de compromis, n'a plus de pouvoir sur elle. Depuis la fin de sa relation avec Richard Perry en 2017, Jane a embrassé la solitude non pas comme le vide, mais comme la liberté. « Je n'ai pas le temps pour ça », a-t-elle dit, pas avec amertume, mais avec paix. Pour la première fois, elle s'appartient entièrement. Et pourtant, peut-être que la fermeture la plus profonde n'est pas venue de l'amour ou de la maternité, mais de son père. Pendant la majeure partie de sa vie, Henry Fonda est resté une figure distante et insaisissable, un homme vénéré par le monde, mais émotionnellement inaccessible à la maison. Jane a passé des décennies à courir après son approbation, souvent accueillie par un silence froid. Mais en 1951, sur le plateau de Sur la route d'été,
Art a offert une sorte de miséricorde. Dans une scène qui reflétait leur réalité fracturée, le personnage de Jane a tendu la main à son père. Et dans ce moment non scénarisé, Henry a pleuré, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que père, enfin vu. 5 mois plus tard, il était au parti. Mais pas avant que Jane ait chuchoté ce que son moi d'enfant avait longtemps voulu dire. « Je t'aime, je te pardonne, j'espère que tu me pardonnes ». Ce moment, brut, rédempteur et désespérément tardif, est devenu son triomphe silencieux. Non pas capturé par les flashs ou enchâssé dans des statues d'or, mais porté à l'intérieur. Une fille enfin vue, une femme enfin entière. L'héritage financier de Jane Fonda est extraordinaire, non seulement par son ampleur, mais aussi par sa substance. Avec une valeur nette estimée à plus de 200 millions, elle figure parmi les femmes les plus riches d'Hollywood. Non pas en raison d'un héritage ou de la chance, mais en raison de décennies de choix judicieux, d'entreprises de fitness à succès, de redevances durables et d'investissements axés sur un objectif. Son mariage avec le magnat des médias Ted Turner a contribué à sa liberté financière avec un règlement de divorce de 70 millions de dollars selon les rapports, mais la fortune de Jane est sans aucun doute la sienne. Ses propriétés ont englobé un ranch isolé du Nouveau-Mexique vendu pour près de 20 millions de dollars et un élégant domaine de Beverly Hills mis en vente pour 13 millions de dollars. Chaque maison avait une signification différente: sanctuaire, ambition, réflexion. Même sa collection de voitures éclectiques, des Cadillac vintage au Volkswagen original, ne témoigne pas de l'indulgence, mais de l'identité. Mais par-dessus tout, c'est ce qu'elle a fait de sa richesse qui la définit. Par le biais de la Jane Fonda Foundation et d'innombrables efforts de plaidoyer, elle a versé des millions de dollars dans les causes auxquelles elle croit. Les droits des femmes, l'action climatique, le soutien à la jeunesse. Même dans ses 80 ans, elle travaille, planifie et parle encore avec le feu d'une femme qui n'a jamais cessé de croire que le changement est possible. Malgré ses batailles contre le cancer du sein, le cancer de la peau et plus récemment le lymphome non-hodgkinien, Jane reste inébranlable. Elle attribue sa résilience à une vie de discipline, à de légers exercices quotidiens, à une alimentation méditerranéenne propre, à l'hydratation et à la concentration mentale par le biais de l'écriture de journaux et de la méditation. Même pendant la chimio, elle est restée active autant que possible. Sa force ne vient pas de la lutte contre le vieillissement, elle vient du fait de l'embrasser. Maintenant, à 87 ans, Jane Fonda ne défie pas l'âge, elle le redéfinit. Ses cheveux argentés, sa posture droite et son regard calme ne reflètent pas la résistance au temps, mais la vénération pour celui-ci. Elle parle de la mort avec clarté, sans crainte. Ce qui l'effraie, ce n'est pas la fin, c'est l'idée de partir avec des regrets. Cette croyance guide chaque jour qu'elle vit maintenant, pleinement, intentionnellement et avec une honnêteté inébranlable. Son impact culturel dépasse de loin ses rôles oscarisés dans Clute ou Le Retour. Elle est admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son courage, son humanité brute. La fortune de Jane Fonda est peut-être immense, mais sa véritable richesse réside dans l'héritage qu'elle a bâti, un héritage de survie, de but et de transformation. Elle laisse derrière elle plus que de l'argent, elle laisse derrière elle une histoire, une histoire forgée dans le traumatisme et reconstruite dans la vérité. Une histoire qui vivra non seulement dans l'histoire d'Hollywood, mais dans le cœur de ceux qui ont déjà douté d'eux-mêmes, sont tombés et ont choisi de se relever. Après avoir entendu le puissant voyage de Jane Fonda à travers la douleur, le vieillissement et la réinvention, quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'héritage qu'elle laisse derrière elle? Déposez vos réflexions dans les commentaires. Aimez cette vidéo si elle a touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inoubliables derrière les icônes les plus résilientes d'Hollywood.